Notre vision est celle d'un monde où l'homme se réconcilie avec la nature. Notre mission: susciter de l'émotion par l'immersion. Nous faisons appel à la richesse naturelle et culturelle du parc pour créer des ambiances évocatrices des milieux d'origine des animaux que nous accueillons. Présenter des espèces ambassadrices des milieux sauvages menacés. Guidés par notre expérience et nos rencontres, nous accueillons des animaux dont la présence au bioparc témoigne des difficultés de survie de leurs cousins sauvages. S'investir dans leur pays d'origine. À travers le monde, en harmonie avec les populations humaines, nous accompagnons et soutenons des associations locales dédiées à la conservation d'espèces menacées ou de milieux naturels précieux. Faire du parc un espace d'échange et de sensibilisation. Nous souhaitons transmettre les valeurs de partage et de respect acquises au travers de notre expérience avec la nature et les hommes. Bienvenue au bioparc de Douai-la-Fontaine, parc de la vie. Continue. L'ancien jeu qu'on était parti, c'était quoi? C'était de la famille. Ah oui. Une photo?
Bon, il y a des flamands verts. Et dans mon petit seau, dans la petite galette, il y a ce qu'on appelle du sprat, sorte de sardine. Donc là, nous en sommes à 19 kg par jour, parce que nous sommes en pleine période de nidification et d'élevage de petits. Dans les nids, en ce moment, nous avons 4 poussins et plusieurs œufs. Alors les nids sont derrière les pierres que vous voyez qu'on a mises à la verticale en face. Donc ici, il y en a 2 et de l'autre côté, il y en a beaucoup plus. Et là, maintenant, ils vont bien faire parce que c'est le premier nourrissage de la journée. Connaissez-vous la différence entre manchot et pingouin? La différence est basée sur 2 caractéristiques. Est-ce que vous sauriez deviner lesquelles? Les pingouins, ils sont... Ils nagent vite. Voilà, eux aussi ils nagent vite. Eux, ils vont jusqu'à 12 km/h. Les pingouins volent très bien, alors que les manchots ne volent pas. Les manchots sont spécialisés dans la nage, alors que les pingouins peuvent et nager et voler. Mais bien sûr, ils sont beaucoup moins spécialisés dans la nage que les manchots. Très très bien. Deuxième différence, c'est une différence géographique. Ah, c'est pas une histoire de pôle, mais c'est bien une histoire de nord et du sud. Le d'hémisphère. Hémisphère nord pour les pingouins et hémisphère sud pour les manchots. Alors pourquoi hémisphère? Parce que j'ai oublié que cela est le long de Pérou du Chili. Là, on n'est pas au pôle. Hein. Donc, pourquoi ceux-là ont-ils colonisé les côtes du Pérou et du Chili? Parce qu'ils se trouvent dans un courant froid qu'on appelle courant de Humboldt. S'il n'y avait pas ce courant froid, effectivement, il ne serait pas allé aussi haut dans l'hémisphère. Il serait plus concentré au niveau des pôles. Ce courant froid attire forcément, enfin pas attire, mais permet au plancton de s'y développer en grande quantité, ce qui attire les poissons qui va se nourrir de ce plancton, et ce qui va attirer plusieurs espèces d'oiseaux, dont le manchot de Humboldt et la sternaca. Vous voyez les sternes qui ont des petites moustaches blanches juste devant nous. Elles vont se nourrir exactement de la même chose que les manchots. Alors je vous laisse apprécier les regarde, moustaches, vas-y. les planchers, Oui, on donne à manger des poissons. Vous voyez, les sternacas vont se nourrir en surface, alors que les manchots de Humboldt peuvent se nourrir jusqu'à 150 mètres de profondeur. Alors ce n'est pas le record est détenu par le manchot empereur, le plus gros de tous les manchots, celui que tout le monde connaît, qui vit au pôle sud et qui lui peut aller jusqu'à 535 mètres de profondeur. Au niveau de la vitesse, ils n'ont pas besoin de plus de 4 à 5 km/h pour attraper le poisson. Par contre, ils peuvent aller jusqu'à 12 km/h pour semer leur prédateur. Et le record est détenu par le manchot pingouin qui lui peut aller jusqu'à 36 km/h. Pour vous faire une idée, l'être humain le plus rapide pour le moment est Sebastian Cielo, le brésilien. Et sur une centaine de mètres, il est à peine capable de faire 7 km/h. Donc on est largement derrière. Des petits retards à terre, ceux qui étaient dans les nids. Les 19 kilos de nourriture vont être répartis sur toute la journée, donc même les retardataires auront droit de manger. On va voir si les sternes sont bien motivés à manger aujourd'hui. Bon, voilà. Alors ça peut prendre un moment avant que ça fonctionne, mais on va prendre le temps. Hop, on a trop mangé déjà.
Non, ils sont motivés. Ah, le pauvre. Bon, on va voir si elle est motivée autrement. Hop. Non. Bon, bah c'est pas grave. C'est pour les manchots. C'est pas grave, il y en a pour tout le monde. Il est parti. Oh mais non, elle a pas envie. Si elle avait envie, elle se serait mise un petit peu plus haut. Bon, c'est pas grave, hein, elle va les servir directement dans l'eau. Sauriez-vous deviner pourquoi les manchots sont marron foncé, noir au-dessus et blanc au-dessous au niveau du ventre? Pourquoi y a-t-il une différence de couleur? Il y a toujours la même raison, hein, la nature n'est jamais faite au hasard, les couleurs non plus. Enfin, les couleurs ne sont jamais faites au hasard et ça c'est dû à la nature. Alors, ça se confond, ouais c'est ça, c'est une sœur de 15 déjà. Les côtes et les otaries qui peuvent se nourrir jusqu'à 15 manchots par jour, quand même. Quand tu regardes du dessous, la lumière se reflète sur la surface, c'est une grande étendue blanchâtre de lac et un point blanc. Oui, tout ça, ça distingue encore une fois très très mal. Donc les couleurs dans la nature sont pas faites au hasard. On va profiter qu'il y ait certains individus sur la plage. Alors c'est tous du même sexe, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer la différence. On va essayer de faire la différence entre les mâles et les femelles. Donc comme je dis, nous avons 3 femelles. Et là-bas, qui est en train de se gratter sur la plage, c'est une femelle aussi, parfait. Je regarde. Un mâle, voilà. Là, on a un mâle dans l'eau. Il est là, le mâle. Et derrière, vous avez des femelles. Il est là, le mâle. J'essaie de le suivre. Plus large. Et l'animal est un petit peu plus grand. Plus gros. Seulement, c'est que sur la droite, la bague de mâle sur la gauche. C'est beaucoup plus facile et plus rapide. Ils vont essayer d'aller poissons et... Ah, regarde-les. Approchez-vous les enfants et dites-moi ce que vous voyez dans cette galette. Tiens, dis-moi ce que tu vois dans cette galette que je vais vous perroquer. Des noix, très bien. Donc on donne des noix, vous voyez. 1 kilo pour toute la volière, donc à peu près 60 de perroquets. En plus, regarde mon cœur là. Donc je vous prie de surtout pas leur donner de cacahuètes ou quoi que ce soit. Et c'est uniquement les soigneurs qui donnent la nourriture pour éviter les accidents. Pour éviter les accidents et les blessures qui peuvent être assez importantes, étant donné que la raillassin, vous voyez ceux qui sont bleus, les plus noirs au monde, à mettre la tête à la queue, et en fait peut effectuer une pression de 15 kg par centimètre carré, c'est-à-dire qu'ils peuvent percer une noix de coco rien qu'à la force du bec. Donc évitez de les nourrir parce que si jamais il y a un plus bec mal placé, ça peut faire de sérieux dégâts. Oula, ça va leur toucher. Et voilà. Qu'est-ce que tu vois d'autre, Papiche? Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas pour toi, c'est pour les oiseaux. Ça, c'est quoi? Regarde là. Des pommes, des poires, la banane, de l'orange. Donc, les perroquets sont principalement frugivores, ça reste principalement des fruits. Et de feuilles aussi, hein. Donc ils se servent sur les arbres. Vous voyez des arbres qui sont dénudés là-bas. C'est tout à fait normal. C'est leur nourriture principale. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi comme nourriture? Vous savez pas ce que c'est? Est-ce que les parents peuvent aider? C'est quoi? Des graines, voilà. Et ça, c'est la noix de coco, très bien. Je disais que les Ariaciens peuvent notamment adorer la noix de coco. Je vais poser la galette. Voilà. Ici.
parmi les 35 espèces d'oiseaux présents dans cette lumière, nous avons 7 espèces de perroquets. Donc la rayassin dont je viens de vous présenter, la race des bleus. C'est Rio, comme tout le monde l'appelle. Le rouge s'appelle la rame chloroptère. Et le tout vert avec le pompon rouge à l'avant, qui a à peu près la même taille que le chloroptère, s'appelle aramilitaire. Assez facile à retenir. Dernière espèce de rame, ce sont les rames affrénées, ceux qui présentent des touches d'orange au niveau des épaulettes et du front. Et ceux-là sont très spéciaux, puisqu'ils sont endémiques de la Bolivie. Et dans les années 90, on a eu un sérieux problème, puisqu'il y avait moins de 500 individus qui restaient encore dans la nature. Pourquoi? Parce que la population locale était majoritairement constituée d'éleveurs de chèvres et d'agriculteurs. Les éleveurs de chèvres amenaient leur bétail dans les bosquets où se nourrissaient ces haras. Les fautes de nourriture se rabattaient sur les champs de maïs. Donc c'était considéré comme de la vermine et exterminé. On a monté un programme de conservation pour les sauver. Et ce programme consiste en fait à impliquer la population locale. On a mis une réserve qui ressemble exactement à ce qu'il y a en face de vous, dans cette falaise rocheuse avec une rivière qui est juste en dessous. Et c'est la population locale qui est chargée de veiller sur cette réserve qui fait 128 hectares et de la faire tourner. Non, l'autre c'est Rio et la Et la fait Rio. Et qui vous permet de voir justement ces oiseaux dans leur milieu naturel. Donc on est monté maintenant à plus de 3000 individus, ce qui montre que ça fonctionne très très bien. Regardez celui-là qui est un petit peu scalpé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Tu le vois bien, c'est super, il est juste en face. Moi je le vois mal. Alors pourquoi les scalper? Comme ce sont des oiseaux rares, ils font l'objet du marché noir. Donc de temps en temps, au niveau de l'aéroport et des foyers intersectent des oiseaux destinés à être charcutés en Chine ou au Japon, tout ça, les pays asiatiques. Donc heureusement qu'il y a les douaniers qui sont là pour intercepter ce trafic. Et voilà ce que ça peut donner sur un animal. Hein. Donc, ça c'est pas des dommages vraiment très importants, la perte de plume, surtout que c'est au niveau du crâne, donc c'est aussi le plus important. Mais vous pouvez bien comprendre qu'il y a d'autres dommages corporels encore plus importants qui peuvent aller jusqu'au décès. Hein. Donc voilà. Ça ne l'a pas empêché d'être le papa de 8 bébés l'année dernière quand même. Donc sa femelle et lui ont fait en tout, ont engendré 4 pontes l'année dernière. Donc malgré sa calvitie partielle, elle a réussi à séduire une demoiselle. Ce qui prouve que même avec une calvitie, hein, on peut trouver un partenaire. Je passe à la classe perruche de Patagonie, c'est celle que vous voyez au sol là, celles qui sont vert foncé, on en a 5 ici. Où est-ce qu'elles sont les autres? Je les entends crier. Elles sont en face au niveau de la roche. Elles sont le long de la roche, là, en train de creuser justement. Il y en a une sur le poteau à droite. Alors ces perruches sont très particulières. C'est contrairement aux autres perroquets qui profitent des trous déjà présents dans la roche pour nicher. Elles vont elles-mêmes creuser leur nid avec leur bec dans la roche. Ce sont des nids qui vont jusqu'à 3 mètres de profondeur, qui vont en zigzag. À chaque coin, vous avez une chambre, et tout au fond, et la chambre où sont pendus les œufs, les bébés. Le fait que ça soit en zigzag, c'est pour éviter que les prédateurs pénètrent trop facilement. Donc très intelligent, c'est pour ça que vous voyez tous les petits trous là qui sont très irréguliers à droite à gauche, ce sont elles qui ont creusé ça à la force de leur bec, et c'est un véritable gruyère à l'intérieur. Par contre on envoie une rentrer dans un trou pour sortir à l'autre extrémité, ce qui prouve qu'elles sont très actives ici. Vous remarquez notamment qu'elles ont du vert foncé, alors que la plupart des perroquets de petite taille et de taille moyenne ont du vert clair. Est-ce que vous sauriez deviner pourquoi il y a une différence de couleur dans le vert, qui est la couleur principale sur le corps? Donc, même raison pour les manchots. Une histoire de camouflage par rapport au lieu où ils se nourrissent. La plupart des perroquets que vous voyez là se nourrissent dans la végétation très dense, donc la forêt, hein, où il y a beaucoup de feuilles. Donc ils ont la même couleur que les feuilles pour se cacher des prédateurs. Alors que les perruches de Patagonie se nourrissent au sol, elles attendent que les fruits, les feuilles, les arbres tombent pour se nourrir au sol. Elles ont donc la même couleur que l'herbe, vert foncé. Vous voyez, hein, la nature, elle est tout au hasard. Vous allez me dire, oui, mais la rayacinthe, il est pas vert. Alors déjà, lui, il est beaucoup plus gros, il a un bec beaucoup plus puissant, donc pour se défendre, c'est pas beaucoup plus pratique. Et il faut se mettre à la place du prédateur, comme le jaguar, qui lui ne distingue pas forcément le bleu du vert. Donc dans la forêt amazonienne, une grosse masse bleue comme ça au milieu d'une masse énorme de vert, ça ne se voit pas forcément. On passe à la taille... c'est toujours perruche, mais je cherche les Amazones à front bleu, je ne vois pas. Alors si vous voyez des oiseaux qui ont un front bleu, ça s'appelle les Amazones à front bleu, et souvent ils viennent se poser sur l'épaule des gens, parce que les deux
Le mâle et la femelle ont été élevés à la main, ils nous viennent de particules. Donc surtout, ce qui serait bien, c'est que vous évitiez de les garder sur votre épaule, parce que plus ça va, et plus l'Amazone va essayer de titiller les boucles d'oreilles, les lunettes, tout ce qui peut passer au niveau des oreilles. Et donc ils peuvent passer de plus en plus fort. Donc ça fait bien extrêmement mal. Donc ce que vous faites, vous mettez votre main dans une veste par exemple pour éviter qu'il s'accroche sur vos mains, sinon on s'accroche sur la main. Et après vous le privez de son perchoir tout doucement, en passant un petit coup de main comme ça. Et si vraiment vous avez des soucis à vous en débarrasser, vous m'appelez, je suis dans la volière à votre disposition. Dernière espèce, les conures mitraillées, vous voyez, celles qui sont toutes petites avec les petits points rouges, hein. Elles sont toutes ridicules là. Elles vivent en bande pour faire illusion face aux prédateurs, en bandes qui peuvent dépasser les milliers d'individus. Et qu'on peut entendre à plusieurs kilomètres. Donc c'est celle qu'on entend le plus dans la volière, ce qui passe surtout à s'échanger des informations concernant les éventuels prédateurs, les endroits où trouver la nourriture. Donc elles sont très coulantes. Je profite que les condors soient là pour vous montrer. Donc il y a le mâle qui est en face et la femelle, je ne sais pas où elle est passée. Allez. Ah merci, bon voilà. Elle est là la femelle. Donc les deux plus gros oiseaux volants que vous avez là. Passer ce poids qui est d'une dizaine de kilos, on passe dans la classe des ratites, c'est-à-dire les oiseaux qui ne volent plus parce que trop lourd. C'est le cas des nambous que vous avez sur votre droite là-bas. Voilà. Donc là c'est la femelle, on la distingue assez bien du mâle parce que tout au long du cou et de la tête elle a des plumes gris foncé. Alors que le mâle lui on est quasiment dépourvu, donc on voit sa peau qui est rougeâtre. Et elle n'a pas de caroncule contrairement au mâle, c'est-à-dire de peau qui a une forme de vague au-dessus de la tête. On les distingue assez bien, ils sont jeunes, elle a 3 ans, il a 4 ans, et ils seront matures entre 7 et 11 ans. On a encore le temps avant d'avoir un œuf, sachant que cette espèce font un œuf tous les 2 ans. Donc c'est pas beaucoup. Mais ce qu'on espère, c'est qu'une fois qu'on aura un œuf qui sera fécond, on aimerait l'envoyer aux eaux de Buenos Aires, si là-bas ils le mettront en couveuse. Quand l'oisillon sortira de l'œuf, le soigneur cochera son visage et mettra à la place de la main un gant latex qui ressemble à un parent condor. C'est comme ça qu'il va guérir l'oisillon pour éviter une imprégnation. Au bout de 8 semaines, on le présentera à des condors sauvages et au bout de 6 mois, il sera candidat relâché dans les Alpes, dans la cordillère des Andes. Donc voilà un très bon programme de conservation à venir, sachant que le condor peut vivre jusqu'à 90 ans dans la nature et au-delà de 100 ans forcément. Et ben voilà, très bien. Je vous montre son magnifique vol plané. Là, vous pourrez le voir beaucoup plus facilement, c'est là-haut. On espère avoir un paquet d'œufs avec ce type. Je vais finir avec les flamands qui sont juste derrière les perroquets. Ce sont des flamands du Chili. Savez-vous d'où les flamands tiennent leur couleur? De ce qu'ils mangent exactement, de leur alimentation. Ils vont se nourrir dans l'eau de poissons, de vertébrés aquatiques et de micro-crustacés. Et dans certains crustacés, vous avez un pigment rose. Voilà. Ça ressemble à celui qu'il y a dans la carotte, ça a le même effet. Et c'est ce qui leur donne cette couleur. Et ça met 3 ans à l'individu pour se colorer totalement. Ça commence au niveau du pipion pour finir au niveau du cou et de la tête. C'est pour ça que vous voyez certains qui ne sont pas complètement roses, mais qui ont encore le cou et la tête grise. Voilà, ça veut dire que normal, ça fait 3 ans. C'est la même chose pour les ibis rouges. Vous voyez celui que vous voyez passer là? Voilà, ça c'était un ibis rouge. Même alimentation. Seulement quand l'ibis rouge naît, lui, il est noir. Donc noir avec le pigment rose, ça lui donne du rouge. Alors que le flamand du Chili, lui, est gris clair. Gris clair avec du pigment rose, ça lui donne du rose fuchsia. Et si vous allez dans cette direction, donc je vous invite soit à suivre le chemin qui est en face, là, vous allez tout au bout à droite, soit vous montez sur le belvédère et vous verrez au fond de la volière à droite, là, de ce côté-là, vous avez l'aire de nidification des ibis rouges. Et au milieu de tout ça, il y a des spatules rosées, ce sont des oiseaux qui ont un bec en forme de cuillère. Même alimentation, selon quand ils naissent blanc, donc blanc avec le pigment rose, ça vous donne du blanc rose. Voilà. Je finis sur les échasses, on profite qu'elles soient juste en face de nous, d'habitude elles sont au fond. Les échasses, ce sont les petits oiseaux qui ont de longues pattes rouges, ils sont noirs au-dessus et blancs au-dessus. Elles sont en ce moment en train de faire, le premier œuf a été pondu ce matin, il est à l'autre bout de la volière. Et elles ont une longévité très très courte de 5 ans, ce qui n'est pas beaucoup. Ouais. Donc ça veut dire que tout est accéléré. La femelle, elle ne couvre ses œufs que 24 heures. C'est très rapide. Alors que les autres oiseaux, en général, c'est entre 20 et 30 jours. De suite, une à 2 heures après avoir éclos,
L'oisillon est capable de courir et de nager. Donc capable de se débrouiller quasiment tout seul. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans, il est déjà capable de se reproduire. Ah, Lucio qui vient de passer juste au-dessus, voilà, original sur la volière. Merci beaucoup pour votre attention, messieurs, dames, et passez une bonne journée. Ne pas savoir. Il y a des petits canards là, tout à l'heure j'ai perçu, mais je vais les cette machine il y a 5, ça doit faire mal, hein. N'importe quel mec. Hein. Quand ça coupe, ça faisait mal alors. Là-haut, là, les gros. Les gros oiseaux. Ils sont gros. Ils sont bien mis dans J'aimerais bien voir le fourmilier celui-là. Oh là, ça va un peu. C'était beau. Ah oui, ils aiment bien qu'on leur cause. Mais c'est possible de vous faire. C'est un mâle et une femelle. Mais mon coco, qu'est-ce qu'il veut mon coco? Bah oui. Mais c'est quand même un petit coco, hein. Ah oui, oui, oui. C'est à côté. Ça va, c'est pas mal, mais par rapport à la famille,
Vas-y, vas-y. Oui, t'as raison. Pas que je tende ma main. Eh, tu veux manger mon doigt? Et là, oh, pardon. Pas l'air cool là. Et là, par contre, il fait la pause quand même. Hein. Il te regarde et tout. Fais pas ta marionnette. Ah. T'as vu les pattes qu'il a? Regarde, il a des grandes ailes. Non, ça c'est un vieux là. Il est vieux celui-là. Maman, il est vieux celui-là. Il a l'air. Regarde, lui, il est pas pareil. Non, il est papy. Ah, il est papy, hein. C'est un papy, hein. Et vieux, Condor. Il a beaucoup de Maman, filme-le, Je l'ai filmé, moi. Je vais le refilmer encore. Ouais, j'ai vu là dans les trous, là, c'est filmé. Ça bouge, ça en rose. Les girafes, hein. Un beau bébé. Oh non.
Oui, je le vois. Coucou, je le vois. Il dort ou quoi? Ah, ça c'est... Il a déjà mangé ou pas? Tiens, attends. Jabli. Jabli. J'arrive. Elodie, pour la photo, viens voir, il est mieux là. Oh, oui, il est tout à l'heure, il a baillé tout à l'heure. Ouvre les yeux pour la photo. Voilà, encore un peu. Encore un peu. Allez, ouvre les yeux. Un effort. Regarde, il est mal coiffé, regarde. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Ah, il ouvre les yeux quand il est sur le côté. Ça profile. Ah. Il est beau. Bon, ça rend bien. Ah, ça c'est carnivore, celle-là. Et c'est carnivore. Hein. Partout là, ouais. C'est pas une de Floride. Non, mais regarde, quand il va se retourner, regarde, quand il va prendre sa tête, le bout pointu. Alors regarde. Ah, tu vas voir. Comment ça va? Ils nous attendent. Bien gentiment. Pause. Hein. Faut oublier la pièce après. Au pied. Hein. Qui monte dedans et on remarque pas après. Après on ramène une bestiole à la maison. Attention, oula.
Action. Action, bien. Hop, action. Refais-moi-le. Refais-moi-le. Bon. J'aime pas l'eau. Là, regarde le caméscope. Viens, Jeanne, c'est trop mignon. Viens, Jeanne, c'était petit. Il y a un grand et un petit. Il y a un grand et un petit. Je vais sur la place, Elodie, après. Ah, bien là. Non, fais-le. Oh, bien là, bien là. Oh, encore, encore. C'est bien de faire le singe. Bien. Fais le singe. Alors, regardez Elodie maintenant. Voilà. Souris maintenant. Les yeux. Le singe. Et il y a des poils, non? Il y a des poils aux oreilles. Hein. Ah, le beau. Ah, il y a un gars disparu à X, moi. Il sort, il sort. Il sort. On le voit, Tata? Oh, regarde. Maman, il marche sous l'eau. Ah oui, mais il y en a un qui sort. Ah oui, c'est le grand. Voilà, ça se voit que c'est le papa, là. L'hippopotame. Eh, le petit, regarde, il est là. Ah, il rouvre les yeux.
prends une photo? Ouais, ils bronzent, ils profitent du soleil pour une fois, il y en a. C'est pour la photo de famille. Ça vaut, ça vaut.